Alors, une introduction par lui-même, Jean-Claude Georges, Michael Shanks, et cette intervention va être animée par Philippe Caner, président d'Ethicom, qui est dans son sujet. Bien, merci à tous d'être restés les plus courageux. Et on va passer maintenant sur un autre registre, celui qui est cher à Ethicom, c'est celui de l'éthique en entreprise et l'éthique basée sur les vertus. Et j'ai avec moi ce soir, pour vous parler de ça, Michael Shanks, qui est professeur à l'école de management de Marseille, le MD, mais qui a été professeur à Paris aussi, au CNAM et bien ailleurs, et puis qui est consultant pour différentes entreprises, et grandes entreprises d'ailleurs, nationales et internationales, ivoiriennes entre autres. Et puis Jean-Claude Georges, que vous avez vu là en faux, mais que vous avez là en vrai, PDG de la société Ilex, qui est membre d'Ethicom d'ailleurs depuis maintenant de nombreuses années, et qui va vous parler de son expérience dans son entreprise, ou comment on peut utiliser et travailler sur des bases éthiques pour un management innovant d'entreprise, et qui justifie largement qu'en 2008, lorsque Jacques a créé les entrepreneurs d'avenir, non seulement Ethicom ait décidé d'adhérer aux entrepreneurs d'avenir, mais également qu'Ilex ait adhéré. Voilà, donc je vais tout de suite leur laisser la parole parce qu'il est déjà bien tard. Donc Mike, tu as le floor, you have the floor. Parce que Mike Shanks est d'origine anglaise. Je peux prendre ça ? Merci beaucoup. La raison pour laquelle je suis là, c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Claude Georges il y a une quinzaine d'années. On s'est bien entendu. Moi, prof d'éthique, à l'époque, c'était Subdeco Marseille, Jean-Claude, fondateur, créateur d'Ilex. Et on s'est bien entendu et on a commencé à utiliser son entreprise pour mettre en place des idées, pour essayer de faire des choses. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout dans l'entreprise qui empêchait ce que le précédent intervenant appelait l'épanouissement. Qu'il est possible dans l'entreprise, à travers son travail, de s'épanouir. Et ce n'est pas une utopie. Alors, je suis très frappé par les lieux dans lesquels on se trouve ce soir. Et sur le mur, il est marqué que ce lieu est habité, c'est la maison de ceux qui collunt artes optimas, qui veulent développer les meilleurs arts. Alors l'art le meilleur, c'est la construction de soi, la création de soi, le fait de devenir, de se ciseler une personnalité éternelle. Cela, c'est le défi de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est capable de faire ça? Oui. Comme vous le verrez tout à l'heure dans les interventions que Jean-Claude fera. Au XVIIIe siècle, un grand penseur allemand disait, Schopenhauer, il disait « Prêcher la morale, c'est facile. Fonder la morale, c'est difficile. » En 1950, Wittgenstein reprenait ces termes et disait prêcher la morale, c'est difficile. Fonder la morale, impossible. C'est la raison pour laquelle on a pensé revenir aux origines de la morale. D'où vient la morale? En fait, c'est une lutte contre la chance. L'un des premiers grands moralistes disait « Ne laissez pas se coucher le soleil sur votre journée sans faire votre examen de conscience. » Et il montrait par là que la philosophie, la morale, c'est une pratique. Lorsque on s'inscrivait à l'école de Pythagore, il vous posait des questions gênantes. Est-ce que vous faites un peu de méditation tous les jours? Est-ce que vous vous levez à l'heure? Est-ce que vous avez une bonne hygiène de vie? Est-ce que vous vous examinez? Et à force de s'examiner, on se rend compte que les catastrophes, les désastres ne tombent pas désastres. C'est nous-mêmes qui les provoquons. Et avec ça, Pythagore amorce la morale. L'éthique, c'est-à-dire
la manière de diminuer la volonté de quelqu'un d'autre, d'accepter qu'on soit surplombé par la chance, la volonté des dieux, la mauvaise fortune, le destin, des choses aléatoires. L'éthique permet le début de la liberté. Et avec le début de l'éthique, avec la mise en valeur de la liberté, il y a également la mise en valeur de quelque chose d'autre, qui est le caractère réflexif de l'acte humain. C'est-à-dire, lorsque j'agis, mon action n'a pas uniquement un effet sur le monde extérieur, mais il a un effet invisible, mais tout à fait réel, sur moi-même. Et la raison pour laquelle l'éthique est intéressante, pour laquelle l'entreprise ne peut pas se désintéresser de l'éthique, c'est parce qu'il se passe, lorsqu'on agit, beaucoup plus de choses qu'on imagine, qu'on ne voit. Une grande partie de l'éthique, une grande partie du management, c'est le management de l'invisible, de ce qu'on ne voit pas, mais qui est là, mais qui est très réel, et qui a parfois des effets catastrophiques. On pourrait passer longtemps à débattre, à parler de cette découverte initiale de Pythagore. Mais insistons simplement sur le fait que l'éthique n'est pas une affaire de débat. Les premiers philosophes, les Pythagore, les stoïciens, les Socrates, les Platon, lorsqu'ils parlaient philosophie, c'était pour apprendre à mieux vivre. Comment vivre de mieux en mieux. Ce n'était pas pour débattre sur des questions, est-ce que c'est bon de faire ceci ou de cela, mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dans cette situation, qu'est-ce qu'il est bon de faire? Et l'homme qui se maîtrise, qui se manage, qui pratique la conduite de l'âme, il est mieux placé pour faire ça, répondre à ce qu'il est bon de faire dans cette situation-là. Très souvent, on est dans la situation du poète Ovide qui disait « Je vois de très bonnes choses autour de moi et je les approuve, mais je fais des choses délétères. Du bien que je vois et que j'approuve, je ne le fais pas. Je fais le mal que je désapprouve. » Et en termes de management actuel, il y a beaucoup de gourous américains de management, Shawn, Argyris, Sanger, pour lesquels la clé du management, il est là. Comment diminuer la dissonance cognitive? Comment diminuer la dissonance éthique? Comment faire en sorte que des gens soient pleins, entiers, capables de faire le bien? Nous ne sommes pas les premiers, Jean-Claude et moi, on fait un livre, on espère le finir cette année, pour Noël, pour que vous puissiez acheter beaucoup de cadeaux. Nous ne sommes pas les premiers à occuper le terrain de l'éthique en France. Vous avez tous entendu parler de Octave Gelinier, un homme remarquable qui a créé un institut de formation à Paris, un homme extrêmement intelligent, qui est inspiré par d'autres philosophes. Toujours, dans la voix de quelqu'un qui parle éthique, il y a quelqu'un d'autre qui parle, ou qui le précède. Et chez lui, ce sont les utilitariens anglais. Octave Gelinier estimait que si on veut parler aux hommes d'affaires, il faut les intéresser par l'argent. Et leur dire que si vous pratiquez l'éthique, ça sera rentable. Il y aura des thunes à l'arrivée pour vous. Alors, l'utilitarisme, c'est un argument, mais il ne faut pas prendre les hommes d'entreprise pour des mercenaires ou des imbéciles. Ils sont capables, comme tout le monde, d'apprécier ce qui est bien et de faire ce qui est bien. Mais il y a cette tendance, chez Octave Gelinier, à confondre plusieurs niveaux de biens. Des biens externes,
l'argent, la reconnaissance, avec des biens internes. André Comte-Sponville, un collègue qui écrit merveilleusement bien, qui est inféodé à une vision du XVIIIe siècle dans la métaphysique. C'est un panthéiste. On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa morale? Pour un panthéiste, tout est Dieu. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Tout est déjà très bien. Alors si tout est bien, il n'y a pas de progrès à faire. Il suffit de comprendre comment le système marche pour mieux s'en servir. On aboutit à une morale de l'intelligence. On ne sollicite pas votre volonté pour vous changer. Ça, c'est une affaire personnelle qui relève de votre coefficient personnel. Mais l'éthique, c'est une affaire d'intelligence. Les patrons français aiment beaucoup ça. Surtout les ex-ponts. Parce qu'ils comprennent, ils ont l'air de comprendre comment il faut faire. Alain Etchegoyen. Bon, on va passer le pas. Hugues Minguet, un moine de Ganagobi, qui s'inspire d'un grand philosophe juif, Emmanuel Lévinas. Le présupposé de base de Lévinas, c'est que mon rôle dans la vie, c'est de contribuer à ce que votre visage soit encore plus beau. Ça nous sort de l'individualisme méthodique de beaucoup de moralistes. Crozier, inféodé à Weber, le phénomène bureaucratique. Il a beaucoup travaillé sur les grandes entreprises françaises nationalisées. Alors, je vous dis qu'il y a des voix dans les voix, mais dans notre voix, Jean-Claude et moi, quelle est la voix que vous allez entendre? Lui. Aristote. Aristote, c'est le premier à utiliser le mot éthique. Éthique à Nicomaque. Et c'est l'un des formateurs de l'un des premiers et des plus grands PDG de l'histoire. Alexandre. Lorsque Philippe de Macédoine était sur le point de mourir, il s'est dit, mais qui va former mon enfant pour prendre la suite de l'entreprise? Il a eu l'idée d'aller voir Aristote en lui demandant, formez-le. Et il a initié Alexandre à la gestion d'un multinational, d'un truc très grand, d'une organisation très grande, internationale. Il a le sens du bien. Nous sommes là, mais nous pouvons nous améliorer, on peut être là, on peut progresser. Aristote a le sens du progrès. Il a également une capacité d'analyse et de synthèse qui dépasse énormément les vues communes que nous avons à l'heure actuelle. Ça vaut la peine de se retremper dans les livres d'Aristote. Et puis surtout, j'étais très frappé par ce que disait la personne tout à l'heure là, il croit à l'épanouissement. Et le bonheur, pour lui, c'est développer des vertus. Il a fait une arborescence des vertus, des 4 grandes vertus dont Jean-Claude va parler tout à l'heure. Et il montre que l'approche de l'éthique par les vertus c'est une approche millimétrée. Ça permet d'aller vraiment dans les coins et suggère des objectifs réalisables. Et enfin, il sait que, à travers l'action, et l'action de tous les jours, c'est là que l'on se forme ou on se déforme. La conscience, notre capacité de juger de la valeur des choses, se forme dans les instants de la vie. Pas le week-end, pas dans une sorte de gymnase parallèle, mais dans les choses que nous faisons tous les jours. La qualité de notre être se vérifie, se construit dans les actes quotidiens que l'on pose. Donc, on a tout intérêt à faire attention à ce que l'on fait, à revenir sur ce qu'on fait. Je vais passer la parole à Jean-Claude. Je crois que j'ai un peu débordé le temps. Et il vous parlera de son expérience à ILEX.